Le PDG a appelé la police à propos d'un père célibataire, puis sa véritable identité a fait taire la pièce à 9h17 du matin. Eden Cole a franchi les portes vitrées de Sterling Harbour avec la petite main de sa fille enfermée dans la sienne et une enveloppe scellée pressée contre l'intérieur de sa veste marron usée. Charlotte Sterling, la jeune PDG de l'entreprise, a regardé ses vêtements délavés et a ordonné à la sécurité d'appeler la police. Toute la salle de réunion a ri lorsqu'il a été forcé de s'agenouiller sur le sol en marbre. Mais lorsque l'avocat a ouvert son dossier et a lu à haute voix le véritable propriétaire du dossier, tous les sourires dans cette pièce se sont arrêtés et les sirènes à l'extérieur sonnèrent soudain très faiblement. Restez jusqu'à la toute fin car la dernière chose que dit la petite fille fera taire toute la pièce. Le port Sterling du matin a ouvert ses portes au monde. La ville était encore froide. Le givre s'accrochait au bord du sol, la façade vitrée au plafond et la pâle lumière de novembre rebondissait sur les sols en marbre poli à l'intérieur. Des cadres en costume sur mesure se déplaçaient dans le hall à un rythme régulier, des badges scintillant sur leurs hanches, des téléphones collés à leurs oreilles, chaque mouvement étant calibré pour suggérer qu'ils appartenaient à un endroit important et devaient y arriver rapidement. Dehors, sur les larges marches de l'entrée, une file de berlines noires attendait avec les moteurs au ralenti, les conducteurs au garde-à-vous, les gaz d'échappement s'enroulant dans l'air fragile. Les journalistes économiques s'étaient rassemblés près de l'entrée barrière. La rumeur s'était répandue que Sterling Harbour Capital était sur le point d'annoncer la plus grande restructuration d'actifs des 20 ans d'histoire de l'entreprise. Les caméras étaient prêtes. L'histoire était déjà à moitié écrite. Personne n'a remarqué la voiture qui s'est arrêtée au fond de la rue. Parking. Une Civic de 10 ans avec une bosse au-dessus du passage de roue arrière et une carte de stationnement bleu délavée accrochée au rétroviseur. Eden Cole a coupé le moteur, s'est assis un moment, puis a tendu la main et a détaché sa fille de son siège d'appoint. Grace sortit en tenant un lapin en peluche blanc usé par une oreille. Son nez cousu était presque lisse. Elle cligna des yeux en voyant la tour de verre au-dessus d'elle et bougea sans réfléchir pour presser son côté contre la jambe de son père. Eden s'accroupit devant elle sur le trottoir froid et redressa le col de son petit manteau. Il avait l'air fatigué d'une manière qui n'avait rien à voir avec une mauvaise nuit. Sa propre veste en toile marron aux poignets effilochés était propre lorsqu'il l'avait enfilée ce matin-là, et cela suffisait. En dessous, pressée à plat contre ses côtes, se trouvait une enveloppe en papier craft. Estampillée du sceau de cire de Clark & Associates, avocat. Il avait passé la majeure partie de la nuit précédente à organiser les documents à l'intérieur, sans répéter quoi dire, sans planifier de confrontation, s'assurant simplement que les documents étaient corrects. « Papa » dit Grace en levant les yeux vers le bâtiment. « Vont-ils devenir fous » Eden étudia son visage pendant un moment avant de répondre. « Seulement s'ils n'écoutent pas. » Il se leva, lui prit la main et se dirigea vers l'entrée. Les portes automatiques s'ouvrirent. L'intérieur du hall était chaleureux et énorme. Chaque surface choisie pour communiquer la richesse sans effort. La femme à la réception leva les yeux de son poste et laissa son regard se déplacer sur Eden, de son col à ses chaussures, puis sur Grace, puis de nouveau sur Eden. Son expression n'a pas changé, mais une porte se fermait silencieusement. Personne ne l'a salué. Personne n'a demandé un badge d'accès. Personne ne lui a demandé s'il avait besoin d'aide. Personne ne savait que l'homme à la veste en toile et aux chaussures usées était la seule personne dans ce bâtiment à pouvoir empêcher un vote prévu pour arriver dans 47 minutes. Il se dirigea vers la réception et dit à la réceptionniste qu'il devait voir Charlotte Sterling avant la signature du matin. La réceptionniste lui a demandé son nom et une confirmation de rendez-vous. Il a donné son nom et a déclaré qu'il n'y avait aucune confirmation, mais que le PDG voudrait entendre ce qu'il avait avant de mettre la plume sur papier. La réceptionniste le regardait comme les gens qui ont déjà décidé de ce qu'ils vont faire ensuite et qui attendent simplement une pause polie dans la conversation pour le faire. J'ai attrapé le téléphone pour ne pas appeler la suite exécutive pour appeler la sécurité. 3 ans s'étaient écoulés depuis qu'Eden Cole avait arrêté de porter des costumes. Cela a été progressif, comme c'est généralement le cas pour ce type de retrait. Il n'avait pas décidé un matin de quitter le monde financier. Il s'était simplement retrouvé, après la mort de sa femme, incapable de se soucier des choses auxquelles il se souciait auparavant. Les conférences téléphoniques, les feuilles de termes, la chorégraphie minutieuse de qui était assis ou dans une salle de conférence et ce que cela signifiait. Marguerite en avait fait une blague une fois avant de tomber malade, lui disant que la personne la plus dangereuse dans toute négociation était celle qui n'avait plus rien à prouver. À l'époque, il avait ri. Par la suite, la ligne avait commencé à ressembler davantage à un cap de boussole.
il gagnait désormais sa vie en tant que consultant discret, le genre dont le nom apparaissait rarement sur du papier à en-tête, conseillant 2 ou 3 fonds d'investissement sur les risques structurels et examinant occasionnellement des contrats que d'autres avocats avaient signalés comme problématiques. C'était suffisant pour payer l'école de Grèce et leur appartement, et le petit déjeuner occasionnel aux crêpes qu'il utilisait comme pot de vin pour sa bonne conduite lors des matinées difficiles. Ce n'était pas une vie glamour. Cela lui convenait. Ce que la plupart des gens ne savaient pas, ce qu'il n'avait pas dit au professeur de Grèce, à ses voisins ou aux hommes à qui il jouait parfois aux cartes. Le jeudi soir, c'est qu'il était le fiduciaire contrôlant de la Fiducie Familial Call. Marguerite avait été méticuleuse en matière de confidentialité. Elle avait travaillé dans le domaine de la conformité financière pendant près d'une décennie avant sa maladie, et elle avait compris mieux que quiconque ce qui était visible. La richesse était un handicap. La fiducie avait été structurée pour protéger les actifs de la famille et, en fin de compte, elle avait accumulé une position à Sterling Harbor que personne, en dehors d'un petit cercle d'avocats, n'avait jamais pleinement examiné, les actions privilégiées, les dettes garanties. Instrument, un droit de premier refus discret sur toute dévastation majeure. Sur le papier, la fiducie de la famille Cole détenait un levier structurel plus important sur le bilan de Sterling Harbor que n'importe quel membre individuel du conseil d'administration de cet immeuble. Eden n'avait pas prévu d'en utiliser quoi que ce soit. Mais 3 semaines plus tôt, Samuel Clark l'avait appelé à 11 h du soir et lui avait expliqué un projet de transaction que le directeur financier de Sterling Harbor, Xavier Blackwood, avait tranquillement assemblé. L'accord permettrait de vendre la division hospitalière de soins pédiatriques et de réadaptation de l'entreprise à un prix se chiffré d'environ 38% inférieur à sa valeur imposable à un acheteur dont la structure d'entreprise remontait à travers 2 sociétés écrans enregistrées dans le Delaware jusqu'à une entité holding connectée aux membres du réseau étendu de Blackwood. La vente priverait l'entreprise de ce qu'elle a le plus un atout défendable à long terme. Cela dissoudrait également la dotation protégée qui finançait les soins aux enfants dans le service aux revenus les plus bas de l'hôpital. Cette dotation était quelque chose que Marguerite avait remarqué une fois dans un dossier. Elle l'avait noté en marge d'un document qui Eden l'avait toujours dans un dossier à la maison. Il n'avait jamais pu le jeter. Il avait essayé de joindre Charlotte Sterling par les voies appropriées. Ces lettres envoyées par le bureau de Samuel avec en tête Lego complet et livraison certifiée sont restées sans réponse pendant 12 jours. 3 des avis de suivi ont été envoyés dans les dernières 48 heures. Aucun n'a reçu de réponse. L'explication, comme Eden la comprendra plus tard, n'était pas l'indifférence. C'était de l'obstruction. L'école de Grèce avait appelé un mardi pour lui dire que son professeur était malade et les cours ont été annulés. Eden regarda le calendrier et réalisa qu'il n'y avait plus de temps à attendre. Il a emballé le lapin de Grèce et s'est rendu à Sterling Harbor. Le petit déjeuner aux crêpes pourrait attendre après. Au 41e étage, Charlotte Sterling se tenait à la tête du table de conférence avec ses mains posées sur son bord poli et ses yeux parcourant une colonne de figures projetées qu'elle avait déjà mémorisées. Elle avait 28 ans et dirigeait cette entreprise depuis 14 mois, et elle n'avait pas encore décidé si elle avait découvert ce fait. Remarquable ou simplement épuisant. Le conseil d'administration s'était montré sceptique à son égard dès le début, non pas parce qu'elle n'avait pas les qualifications requises, que son dossier était impeccable et que ses instincts avaient été validés 2 fois au cours de la première année, mais parce qu'elle était jeune, et parce qu'elle était une femme, et parce qu'aucune de ces choses n'a changé aussi rapidement qu'elle était censée le faire dans des industries fondées sur le principe que tout changeait. Les critiques venaient rarement directement. Cela arrivait sous la forme d'un silence après qu'elle ait parlé ou d'un moment de considération supplémentaire qui certains membres seniors ont accordé aux suggestions de Xavier Blackwood quel que soit leur mérite. Xavier se tenait près de la fenêtre et regardait maintenant les chiffres sur l'écran avec l'expression détendue d'un homme qui a déjà décidé comment la réunion se terminerait. Il avait 45 ans, argenté et possédait un type particulier d'intelligence qui se présentait comme sagesse sans en exiger aucune. Il avait été directeur financier pendant 6 ans avant la nomination de Charlotte, et il avait appris pendant cette période à faire en sorte que ses préférences ressemblent à des conclusions logiques. L'offre la fenêtre ferme ce soir, dit-il sans la regarder. Si nous le déposons après-midi, nous perdons les conditions favorables. Charlotte avait entendu une version de cet argument cette fois au cours des 4 derniers jours. Elle avait d'ailleurs remarqué sans commentaire que la pression ne semblait jamais se relâcher. Quelqu'un appelait toujours. Quelqu'un avait toujours une nouvelle raison pour laquelle la vitesse était plus importante que la prudence. Cette accumulation d'urgence commençait à ressembler moins à une gestion de crise qu'à une chorégraphie. « Je comprends la chronologie », a-t-elle déclaré. « Alors tu comprends, nous n'avons pas de place pour l'hésitation.
Elle n'a pas répondu à cela. Le mot hésitation lui revenait comme une petite accusation depuis qu'elle avait pris ce poste, et elle s'était entraînée à ne pas broncher. Son assistante, Lisa Grant, apparut dans l'embrasure de la porte avec le silence frappé qu'elle utilisait lorsque les nouvelles qu'elle apportait n'étaient pas tout à fait les bienvenues. « Mademoiselle Sterling, elle a dit qu'il y avait un homme dans le hall qui demandait à vous voir. Il s'appelle Eden Cole. Il dit qu'il s'agit d'un droit de vote lié à la session et il demande 5 minutes avant le signature. Qui l'a envoyé ? Demanda Charlotte. Il dit qu'il est ici au nom de quelque chose qui s'appelle le Cole Family Trust. Xavier se détourna de la fenêtre et dit sans perdre un instant. Ces choses se produisent toujours les jours de transaction. Quelqu'un lit la presse spécialisée et décide de monter une pièce. La sécurité peut le gérer. Charlotte aurait accepté. Puis Lisa ajouta presque en s'excusant. Il a une petite fille avec lui. Quelque chose se serra dans la mâchoire de Charlotte. Elle n'aimait pas que les enfants soient utilisés comme accessoires dans les conflits d'entreprise. Elle l'avait déjà vu faire avec une douceur calculée par des gens qui savaient exactement ce qu'ils faisaient. Xavier lisait son expression avec la précision d'un homme qui observait son visage depuis des mois. Il dit doucement, quelqu'un qui amène un enfant dans une salle de réunion et quelqu'un qui veut un public, pas une conversation. Charlotte pensa à son père, qui avait perdu 3 millions de dollars et une décennie de bonne volonté au profit d'un homme dont l'argumentaire commercial incluait une photo de sa famille sur le bureau. Le souvenir s'installa en elle comme un réflexe entraîné. Elle a dit à Lisa d'avoir une sécurité, de s'en occuper, et de s'en occuper professionnellement. Elle se tourna vers les personnages à l'écran. Ce qu'elle n'a pas vu du 41e étage, c'est la façon dont Eden Cole se tenait dans le hall en contrebas. Toujours patient, pas comme un homme qui attend qu'on le laisse entrer, comme un homme qui attend que les gens comprennent qu'ils ont déjà pris une décision. Erreur. Mason Rowe arriva dans le hall avec l'expression vide d'un homme qui considérait un bâtiment clair comme son accomplissement personnel. Il avait 40 ans, des épaules larges et avait été chef de la sécurité de Sterling Harbor pendant 6 ans. Il s'est arrêté devant Eden, les mains jointes derrière le dos et le menton relevé un peu plus haut que ce qui était nécessaire pour une conversation ordinaire. « Monsieur, avez-vous un rendez-vous prévu ? » « Je ne le fais pas, » a déclaré Eden. « J'ai un statut légal. Je m'appelle Eden Cole. Je suis l'administrateur de la fiducie de la famille Cole. Ce nom doit figurer dans votre base de données de conformité sous les dépôts des créanciers garantis pour Sterling Harbor Capital. » Mason saisit quelque chose dans la tablette située à sa hanche. Rien n'est revenu. Ce qu'Eden ne savait pas à ce moment-là, c'est que Xavier Blackwood avait à passer une partie de l'après-midi précédent à un appel téléphonique avec elle qui a entraîné la suspension temporaire de plusieurs indicateurs d'accès externes, notamment ceux liés aux instruments de fiducie et aux alertes aux actionnaires privilégiés. L'explication donnée était une sécurité programmée vérification. Cela avait eu pour conséquence que le nom d'Eden Cole n'apparaissait nulle part sur les listes d'autorisation actives. « Je ne trouve rien, » dit Mason. Son ton est resté neutre, mais l'absence d'excuse était forte. Alors appelle Samuel Clark. C'est notre avocat officiel. Il va confirmer tout. Mason le regardait comme les gens regardent quelqu'un qui vient de leur donner une excuse pour ne pas agir. Il n'a pas appelé Samuel Clark. Grace tira très légèrement sur la manche de son père. « Papa, dit-elle, à peine au-dessus d'un murmure. Devrions-nous simplement rentrer à la maison ? » Eden avait l'air vers elle. La lumière froide du hall éclairait les taches clairsemées sur les oreilles du lapin, le bouton légèrement lâche de son manteau qu'il avait eu l'intention de refermer. Il lui serra la main une fois. « Tenez-vous juste ici derrière moi. »« Ok, jetez. » À ce moment-là, Charlotte était descendue de l'ascenseur avec Xavier sur son épaule et Lisa 2 pas derrière. Se déplacer dans le hall avec l'efficacité coordonnée d'une équipe qui s'est entraînée aux entrées. La foule d'employés près du bureau de sécurité s'est séparée sans qu'on le demande. Charlotte regarda Eden Cole. Elle remarqua la veste en toile, le pantalon sombre froissé, les chaussures en cuir usé. Le petit enfant se pressa contre sa jambe, tenant un animal en peluche qui avait clairement été aimé au-delà du point de présentabilité. Elle a fait un calcul dans l'espace de environ 2 secondes. Et le calcul semblait sur le moment tout à fait raisonnable. « Je m'appelle Charlotte Sterling. Vous avez 1 minute. Je m'appelle Eden Cole. Je représente le Cole Family Trust. J'ai besoin que tu retardes la signature de 10 minutes. » Elle le regarda fixement. « Est-ce que tu comprends ce qui est sur la table aujourd'hui ?
Assez pour savoir que si vous signez avant de lire ce que j'ai, vous passerez les 18 prochains mois à essayer de le défaire. L'expression de Charlotte ne changea pas, mais quelque chose en dessous déplaça une fraction de l'attention, une attirance momentanée. De reconnaissance. Elle a laissé passer ça. Vous êtes dans mon immeuble, a-t-elle dit, me demandant d'arrêter une transaction de 400 millions de dollars, et vous portez une enveloppe. Tu n'ouvriras pas devant moi. L'enveloppe reste scellée jusqu'à ce qu'elle soit ouverte devant un avocat et les parties concernées, a déclaré Eden. Ce n'est pas une obstruction, c'est une procédure. Ce bâtiment, a-t-il ajouté, n'est pas entièrement votre entreprise. Le hall d'entrée n'était pas calme, mais il le devenait dans un rayon d'environ 10 pieds. Charlotte sentit la tension des employés au bord de l'espace, la légère inclinaison de son corps. Direction des personnes essayant d'entendre. Elle savait ce que lui coûterait aujourd'hui une hésitation visible et elle n'avait pas l'intention de le payer. Elle se tourna vers Mason. S'il ne veut pas partir, dit-elle sans émotion particulière dans la voix. Appelez la police. Mason s'est mis debout carrément devant Eden, et lui a dit, sur le ton mesuré de quelqu'un lisant un script interne, qu'il se trouvait sur une propriété privée, qu'aucun rendez-vous n'avait été vérifié et que sa présence continue constituait une intrusion selon les politiques affichées du bâtiment. Il a dit le tout sans volume, ce qui a aggravé la situation. Eden n'a pas levé la main. Il n'a pas élevé la voix. Il a déclaré, si mademoiselle Sterling signe avant de lire le document déposé dans cette enveloppe, elle cède un actif dont elle n'a pas le pouvoir unilatéral de se départir. Ce n'est pas une menace. C'est un fait procédural. Xavier se pencha vers Charlotte et dit juste au-dessus d'un murmure. Il a utilisé le mot autorité. Il s'aggrave. Charlotte regarda l'enveloppe sous le bras d'Eden, le seau de cire, l'étiquette avec Clark & Associates imprimée. En petits caractères formels. Quelque chose au fond de son attention s'y accrocha. Mais Xavier reprenait déjà la parole, lui rappelant le calendrier, les attentes du conseil d'administration, les journalistes extérieurs qui allaient écrire l'histoire d'aujourd'hui d'une manière ou d'une autre. Et le papa, ce n'était rien, un mot d'une seule syllabe, mais sa petitesse dans cet énorme hall de marbre était impossible à ignorer. Grace avait tiré le lapin contre sa poitrine avec ses deux bras et ses yeux étaient devenus vitreux. De la même manière que les yeux d'un enfant de 6 ans lorsqu'il a décidé de ne pas pleurer, mais n'y est pas parvenu complètement. Le mot dangereux était passé dans l'air au-dessus de sa tête. Elle ne savait pas exactement ce que cela signifiait, mais elle comprenait qu'il s'agissait de son père et que son corps s'était transformé. Sa propre conclusion. Eden l'entendit et se tourna. Il s'accroupit un instant, une main sur son épaule, et dit quelque chose à voix basse que personne d'autre ne pouvait comprendre. Puis il se redressa et regarda Mason. Ne le touche pas, dit Eden quand Mason se rapprocha. Pas fort. Ça a quand même porté. Mason, à qui Xavier avait dit que la situation était déjà grave, a sorti sa radio. Lorsque la voiture de police s'est arrêtée à l'extérieur et que le bruit de sa porte a atteint le hall, la pièce déjà calme a pris une tournure différente. Deux encore. Les employés situés aux abords de l'espace ont cessé de faire semblant de ne pas regarder. Deux gérants qui attendaient un ascenseur s'en sont détournés comme s'il était important de voir ce qui se passerait ensuite. Le sergent Logan Brewer a franchi les portes d'entrée avec un calme professionnel. C'était tout à fait authentique. Il avait reçu une brève description à la radio. Un homme agité, imprévu, refusant de quitter un immeuble d'entreprise avec un colis scellé non identifié. Il évalua rapidement la scène. Un chef de sécurité plus âgé, un homme en veste debout avec un enfant, une femme vêtue d'un costume coûteux qui regarde de loin sans aucune expression lisible sur son visage. Il a déclaré, à la manière d'officiers expérimentés qui se sont retrouvés dans des situations qu'ils n'avaient pas entièrement cartographiées, ralentissons tout ici. Mason a donné lui une version des événements qui était exacte dans ses faits et trompeuse dans son ton. Le mot agité réapparut. La phrase refusait plusieurs demandes, et Xavier, qui s'était positionné à proximité, ajoutait que l'homme avait fait des déclarations qui pourraient être qualifiées de menaces concernant la situation juridique de l'entreprise. Logan regarda Eden. Monsieur, je vais avoir besoin que vous déposiez l'enveloppe. Il s'agit de documents juridiques scellés avec une documentation relative à la chaîne de traçabilité. Je vais le déposer devant mon avocat. Votre avocat n'est pas ici. Il sera là dans environ 4 minutes. Logan fit une pause. 4 minutes était un nombre précis. Des numéros spécifiques signifiaient généralement quelque chose,
Mais Mason était déjà en mouvement et Logan n'avait pas encore reçu suffisamment d'informations pour ignorer une demande directe de sécurité dans un privé. Bâtiment. Il a demandé à Eden de s'agenouiller sur un genou par mesure de précaution pendant que la situation était évaluée. C'était le genre de demande qui ne comportait aucune intention malveillante, mais qui ne pouvait être refusée sans escalade. La pièce devint absolument silencieuse. Eden regarda Grace une fois. Elle le regardait de tout son visage. Le lapin se pressa contre son ventre, sa lèvre inférieure tenue entre ses dents. Il regarda Logan. Puis lentement, avec le contrôle tranquille d'un homme qui a fait un choix, il s'agenouilla sur le sol en marbre. Deux hommes à proximité l'ascenseur échangea un regard. L'un d'eux a failli sourire. Xavier n'a pas pris la peine de cacher le sien, et Charlotte Sterling, debout à 6 mètres de là dans le hall de l'entreprise que son père avait construite, et qu'elle avait passé 14 mois à essayer de prouver qu'elle méritait de diriger, a regardé un homme s'agenouiller par terre devant elle et s'est dit qu'elle avait fait la bonne chose. Puis Grace dit d'une petite voix claire, « Papa n'a rien fait. » Charlotte ne bougeait pas. Mais quelque chose changea dans ses yeux, comme si un mot avait été dit dans une langue qu'elle reconnut mais ne s'attendait pas à entendre. De l'autre côté du hall, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Samuel Clark est sorti avec un porte-document en cuir. Samuel Clark avait 58 ans et pratiquait le litige financier depuis 31 ans. Il a parcouru le chemin les gens marchent alors qu'ils sont habitués aux pièces en essayant de se déplacer autour d'elles. Il n'était pas un homme de grande taille et il ne portait rien d'extraordinaire. Mais il y avait quelque chose dans son rythme, délibéré sans être lent, calme sans être doux, qui rendait l'espace autour de lui différent. Il a atteint le centre du hall en peut-être 12 secondes, a regardé Eden par terre et n'a dit à personne en particulier, mais avec l'audibilité d'un homme qui avait passé des décennies à parler dans des pièces qui n'étaient pas toujours calmes. J'aimerais savoir qui a autorisé cela. Mason cligna des yeux. Monsieur, si vous le pouvez, je m'appelle Samuel Clark. Je suis l'avocat de Cole Family Trust, et c'est mon client ici. Je demande qui a donné l'ordre. Charlotte s'avança. Je m'appelle Charlotte Sterling. Mademoiselle Sterling. Samuel n'a pas tendu la main encore. Il ouvrit la mallette, en sortit un porte-carte en cuir et le tendit à deux mains. Ma carte de barreau, mon certificat d'apparence et une copie de l'acte de confiance qui établit que mon client se trouve dans ce bâtiment. Il fit une pause. Il devrait être debout. Logan lisait les informations d'identification depuis environ 15 secondes. Il regarda Mason, puis Eden. Monsieur, dit-il doucement, vous pouvez vous lever. Eden se leva. Il ne regarda pas Charlotte. Il ne regarda pas Xavier. Il regarda Grace, passa son bras autour de ses épaules et la tint elle contre son côté. Ce fut la première chose qu'il fit, ne pas redresser sa veste, ne pas scruter la pièce. Sa fille d'abord. Samuel a ensuite produit un deuxième document de l'affaire et l'a tenu là où Charlotte et Logan pouvaient tous les deux le voir. 3 notifications enregistrées des lettres ont été envoyées à cette adresse au cours des dernières 48 heures. Un a été envoyé directement au bureau du directeur financier et 2 à l'attention du conseiller juridique. J'ai des reçus de courrier certifiés pour les 3. Il regarda Lisa, qui se tenait tranquillement derrière Charlotte. Partout. Vous souhaiterez peut-être vérifier vos articles reçus. Le visage de Lisa devint légèrement pâle. Elle attrapa son téléphone, dit Xavier depuis une position légèrement derrière l'épaule gauche de Charlotte. N'importe qui peut produire des documents. Cela ne s'établit pas. La confiance tient 41 millions en actions privilégiées et détient des sûretés de plus de 112 millions en instruments de dette convertibles. Samuel, laisse tomber ça avant de continuer. La vente que vous proposez d'exécuter ce matin nécessite le consentement notifié de la fiducie familiale Cole en vertu de la clause 14C de l'accord de capitalisation initiale. Sans ce consentement, tout instrument signé aujourd'hui est juridiquement contestable et presque certainement nul. Personne dans le hall n'a rien dit. Je pense que Samuel a dit avec la patience d'un homme qui s'attendait exactement à cela. Je devrais porter ça à l'étage. Charlotte a accepté d'aller dans la salle de réunion, en partie parce qu'elle avait besoin d'intimité et en partie parce que le nombre d'employés désormais rassemblés aux abords du hall n'était plus quelque chose qu'elle pouvait prétendre ne pas voir. Dans l'ascenseur, Charlotte se tenait devant et ne parlait pas. Eden se tenait au fond avec Grace. À un moment donné, entre le rez-de-chaussée et le 41e, Grace a tranquillement pris son lapin à 2 mains et a posé sa tête contre le bras de son père. Personne n'a fait de commentaire à ce sujet.
Personne n'a regardé directement à eux, ce qui était son propre genre de commentaire. Lorsque l'ascenseur s'est ouvert sur la salle de réunion, 3 membres du conseil d'administration qui attendaient dans le couloir se sont retournés pour voir qui arrivait. L'un d'eux regarda Eden, puis Samuel, puis Charlotte, essayant de lire la hiérarchie. Il ne pouvait pas. À l'intérieur, Xavier tenta encore une fois d'établir le contrôle. Il fit un geste vers Eden et dit au conseil d'administration assemblé avec un mince sourire. C'est l'individu qui a causé le désordre en bas. Il est arrivé à l'improviste avec sa fille et une enveloppe scellée, et il a maintenant réussi à retarder une transaction d'une valeur de 400 millions de dollars. Un membre du conseil d'administration a ri. Un autre a demandé, pas méchamment, mais pas gentiment, si Eden possédait ne serait-ce qu'une seule action de la société. Eden installa Grace sur une chaise près de la porte avec elle. Lapin se dirigea vers l'extrémité de la table de conférence et attendit. Samuel a placé le porte-document sur la surface, a regardé autour de la pièce et a déclaré, avant qu'un instrument ne soit signé aujourd'hui, cette salle doit vérifier l'identité légale de mon client. Il a ouvert le dossier et retiré le premier classeur. Il commença à lire. Eden Cole, fiduciaire et bénéficiaire majoritaire de Cole Family Trust. Ces paroles n'ont pas provoqué un chaos immédiat. Ils ont atterri comme une pierre atterrit dans les eaux profondes. La perturbation fut calme au début, s'étendant vers l'extérieur en anneaux. Samuel continua sans s'arrêter comme si le silence était programmé. La fiducie de la famille Cole détenait une catégorie d'actions privilégiées qui comportait des droits d'approbation à la majorité qualifiée sur toute transaction unique de vente d'actifs dépassant 30% de la valeur comptable totale de l'entreprise. Les soins pédiatriques et l'hôpital, la division de réadaptation, selon la dernière évaluation, représentaient environ 34%. En outre, la fiducie détenait une position de créancier garanti sur la dette convertible de la société qui accordait la priorité sur tout produit d'une vente en difficulté ou accélérée. Sans consentement documenté d'Eden Cole, la transaction devant le conseil d'administration ce matin n'était pas seulement stratégiquement discutable. C'était structurellement invalide. Le membre le plus âgé du conseil d'administration, un homme nommé Gérald, qui travaillait pour Sterling Harbour depuis sa création et parlait rarement dans ses réunions, se penchait en avant. Comment ce poste a-t-il été acquis sans que le conseil d'administration en soit informé? Samuel expliqua calmement et sans drame que la propriété du trust avait été structurée au moyen d'un instrument aveugle qui respectait pleinement toutes les règles. Les réglementations pertinentes en matière de divulgation tout en préservant le droit de la famille à la vie privée, notamment après le décès du co-bénéficiaire de la fiducie. Les notifications de Marguerite Cole requises ont été envoyées au bureau concerné. Charlotte regarda Xavier. Xavier regarda la table. Lisa parla près de la porte, sa voix prudente mais ferme. Mademoiselle Sterling, j'ai trouvé 2 des avis enregistrés dans la file d'attente des documents du directeur financier. Ils ont été marqués comme traités, mais ils n'ont jamais été transférés vers votre calendrier ouvert légal. La pièce a absorbé cela, dit Eden depuis le bout de la table sans élever la voix. Ce n'était pas une erreur système. Xavier se tourna vers lui avec le sang-froid d'un homme qui avait déjà survécu à la pression d'un conseil d'administration. Vous portez une accusation avec un beaucoup de déduction et très peu. Je fais une observation, a déclaré Eden. La déduction est accessible à tout le monde dans cette salle. Ses yeux restèrent un instant fixés sur Xavier, plats et sans chaleur. Puis il détourna le regard, non pas vers Charlotte, ni vers le tableau, mais vers Grace, qui était assise sur sa chaise avec le lapin sur ses genoux, observait la pièce avec cette attention particulière que les enfants accordent lorsqu'ils comprennent que quelque chose a changé, mais ne savent pas encore quoi. Tout le poids des 90 dernières minutes est arrivé dans la poitrine de Charlotte tout à coup, non pas comme de la fureur ni comme de la honte, mais comme quelque chose de plus calme et de plus difficile à nommer. Elle avait vu cet homme entrer dans son hall sans aucune monnaie qu'elle reconnaissait. Pas de titre, pas de revendication visible, et elle avait décidé en 4 secondes environ qu'il constituait un problème pour elle. Être retirée. Elle avait pris cette décision devant sa fille. Elle l'avait fait publiquement. Elle s'était trompée. Le sergent Brewer, qui était monté à l'étage pour une formalité, se pencha vers Charlotte et lui demanda à voix basse si elle souhaitait toujours poursuivre une quelconque forme de plainte formelle. La salle attendait. Charlotte regarda Eden. Eden répondit avant qu'elle ne puisse le faire. Aucune plainte n'est nécessaire, a-t-il déclaré. Les agents ont répondu aux informations qui leur ont été données. C'est leur travail. Logan fit un bref signe de tête.
Le genre qui reconnaissait quelque chose au-delà les mots. Samuel posa ses mains à plat sur la table et regarda Charlotte. Sa voix lorsqu'il parlait avait l'autorité tranquille d'un homme qui n'avait pas besoin de volume pour se faire entendre. « Miss Sterling, dit-il, vous venez d'appeler la police pour arrêter la seule personne dans ce bâtiment. Qui peut maintenir la solvabilité de votre entreprise ?» Eden ouvrit l'enveloppe. Il l'a fait sans cérémonie. Décoller proprement le seau de cire et en tirer un ensemble de dossiers avec l'économie de quelqu'un qui avait déjà fait ce genre de travail. Il posa le premier sur la table et l'ouvrit aux pages pertinentes sans mélanger. Il a lancé l'entité acquéreuse dans le cadre de la transaction proposée, a-t-il déclaré, qui avait été constituée dans le Delaware 11 mois auparavant. Son principe déclaré était un véhicule d'investissement enregistré avec un nom qui sonnait institutionnel et une structure presque entièrement opaque. Retracez la propriété à un niveau plus bas et vous avez trouvé une société de gestion. Une couche en dessous, un family office enregistré au Nevada. Les bénéficiaires effectifs de ce family office comprenaient 2 personnes dont les noms de famille figuraient dans les déclarations financières personnelles de Xavier Blackwood en tant que parents immédiats. Il a posé le document sur la table et a laissé les membres du conseil le lire. Le prix de vente proposé, a-t-il poursuivi, était inférieur de 38% à la dernière évaluation indépendante de la division, une évaluation réalisée à peine 7 mois auparavant par un cabinet que l'entreprise elle-même avait mandaté. Il a mis cette évaluation sur la table. 3 des 4 honoraires de conseil associés à la structuration de la transaction avaient été acheminés par l'intermédiaire d'entités de conseil intermédiaires qui ne semblaient pas avoir de site web actif, d'employés enregistrés ou d'adresse physique. Il a également déposé ses dossiers sur la table. Et la dotation pédiatrique, le fonds protégé que Marguerite Cole avait un jour noté dans une marge de sa main soignée, serait sous les termes de l'accord proposé, soit reclassé au passif général lors du transfert de la division. Ce reclassement permettrait à l'entité acquéreuse de la dissoudre dans les 60 jours suivant la clôture sans déclencher aucune exigence de divulgation publique. Charlotte était très calme. Xavier a déclaré, ce sont des circonstances. L'association ne constitue pas une fraude. Tu as raison. Eden a déclaré, cette décision appartient à un régulateur. Je ne suis pas ici pour condamner qui que ce soit. Je suis ici pour m'assurer que cette salle ne signe rien aujourd'hui. Qu'il ne peut pas revenir en arrière. Il déposa le dernier dossier et resta silencieux un moment. Puis Xavier a commis l'erreur d'aller plus loin. Il s'est tourné vers le conseil d'administration avec une expression d'inquiétude et a déclaré qu'Eden Cole était fondamentalement un homme en deuil qui avait passé le meilleur une partie de 3 ans à construire un récit de complot à partir des activités courantes de l'entreprise. Ce chagrin était compréhensible puisqu'il était présenté dans une salle de conférence alors que des preuves ne l'étaient pas. Le mot chagrin atterrit exactement là où Xavier l'avait visé. La tête de Grace s'est relevée. Eden n'a pas élevé la voix. Il n'a pas bougé. Il a dit, n'utilisez pas ma femme pour couvrir votre signature. Silence. Samuel fouilla dans le dossier et plaça un dernier document sur la table. C'était une page et demie, manuscrite. L'écriture était fine et délibérée, le genre qui appartenait à quelqu'un qui choisissait ses mots avec soin. Un mémorandum rédigé par Marguerite Cole, rédigé au mieux de ce qui a pu être déterminé environ 6 semaines avant son décès, dans lequel elle avait signalé une anomalie dans la structure des frais de conseil de la société et a noté qu'il méritait un examen plus approfondi. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle regardait, mais elle savait que cela valait la peine d'être noté. Charlotte regarda longuement la page. Puis elle tendit la main par-dessus la table et tourna le contrat non signé pour qu'il lui fasse face. Elle a lu la ligne de signature en bas. Elle ferma le dossier. La signature est suspendue, a-t-elle précisé. En vigueur dès maintenant. Ce qui a suivi était le genre de chaos organisé que Charlotte Sterling était, dans la plupart des circonstances, assez douée pour gérer. Les membres du conseil d'administration ont pris la parole les uns les autres. Gérald a demandé une référence pour un audit d'urgence. 2 personnes ont tenté simultanément de joindre l'extérieur du conseil. Logan Brewer s'avança tranquillement vers la porte et demanda à Xavier Blackwood avec la courtoisie particulière réservée aux personnes qui pourraient plus tard être contraintes de rester dans l'appartement. Bâtiment pendant que les parties concernées clarifiaient les événements de la matinée. Xavier s'y est opposé. Logan a été patient à ce sujet. Charlotte se tenait en bout de tablée, pour la première fois en 14 mois à Sterling Harbor, elle ne savait pas ce que les 30 prochaines secondes allaient lui donner. Exiger d'elle. Elle avait passé tout son mandat à se préparer aux menaces extérieures, aux investisseurs, aux concurrents,
au lent scepticisme institutionnel de ceux qui ne voulaient pas suivre son exemple. Elle ne s'était pas préparée à la possibilité que le plus une menace importante régnait dans la pièce à côté d'elle tout le temps, la remerciant publiquement et la sapant en privé. Elle se tourna et regarda la pièce, Lisa tenant la chaîne de notifications imprimée à deux mains, les membres du conseil d'administration, certains lisant les documents d'Eden et d'autres regardant Charlotte avec des expressions hésitantes qui recalibraient leur loyauté en temps réel. Chez Logan, patient près de la porte, et chez Grace était toujours assise sur sa chaise. Le lapin était sur ses genoux. Elle regardait Charlotte comme un enfant. Quelque chose qu'elle essaie de comprendre. Pas avec colère, pas avec accusation, mais avec la gravité particulière de quelqu'un qui a décidé de prendre une situation au sérieux. Charlotte fit le tour de la table. Elle était consciente de la façon dont la pièce la regardait bouger. Elle s'est arrêtée aux chaises où Grace était assise et s'est agenouillée. En termes de géométrie, c'était à peu près la même hauteur qu'Eden avait été forcé de s'agenouiller dans le hall. Tous deux s'étaient retrouvés à ce niveau devant quelque chose avec lequel on ne pouvait pas discuter. La différence était que l'un d'eux y avait été poussé par le pouvoir et l'autre y était arrivé par conscience. « J'ai fait une erreur ce matin », dit Charlotte à Grace. « J'avais peur de quelque chose et j'ai laissé cela me rendre injuste envers ton père. Je suis désolée. » Grace la regarda un instant. Puis elle regarda son père. Eden se tenait près de la fenêtre. Il fit le plus petit signe de tête possible. Pas d'instruction, juste une autorisation. L'espace pour décider par elle-même. Grace se tourna vers Charlotte. Elle ne parlait pas, mais elle ne détournait pas non plus le regard. Charlotte se leva. Elle n'a pas essayé de s'expliquer davantage. Elle se tourna vers le tableau. Je veux un dossier complet sur chaque communication signalée, acheminée ou détenue au cours des 60 derniers jours provenant de Clark et de ses associés ou faisant référence à la fiducie de la famille Cole. Je veux connaître le chemin qu'il a emprunté et quelle main il est passé par là. Sa voix était ferme, presque calme. Rien n'est signé tant que je ne sais pas qui parlait au nom de cette entreprise et qui parlait en son propre nom. Ce qu'Eden demandait était suffisamment modeste pour être désarmant. Il n'a pas profité de sa position pour obtenir un siège au conseil d'administration. Il n'a pas menacé de rappeler la dette ni de déclencher les clauses de capitaux propres privilégiées d'une manière qui aurait forcé une capitalisation d'urgence. Il avait la capacité juridique de faire les deux. Il n'a exercé ni l'un ni l'autre. Au lieu de cela, par l'intermédiaire de Samuel, il a présenté 3 demandes. Le premier était formel et immédiat. La dévastation proposée devait être retirée de l'examen en attendant son examen. La seconde était structurelle. Un auditeur indépendant convenu par les deux parties dans un délai de 72 heures examinerait les flux d'honoraires de conseil et les relations d'entreprise. Signalé dans sa documentation. Le troisième était opérationnel. Xavier Blackwood devait être suspendu de tout pouvoir de décision financière pour la durée de l'audit. Le conseil d'administration a accepté les 3 dans un délai de 20 minutes. Il n'avait aucune raison valable de refuser. Xavier a été escorté hors de la salle de réunion avec un degré de sang-froid que la situation ne justifiait probablement pas. Il a déclaré en partant qu'il s'attendait à être pleinement justifié par tout examen compétent du dossier. Logan a noté la déclaration pour le suivi qu'il était envisagé déjà de déposer. Mason Rowe a été placé sous contrôle administratif. Eden ne l'avait pas demandé spécifiquement, mais le chef des opérations du conseil d'administration avait fait lui-même le calcul. Un chef de la sécurité qui avait servi d'instrument de désinformation, sciemment ou non. Non, avait créé un passif que la société ne pouvait pas laisser sans réponse. Lorsqu'Eden a été informé de la décision, il a simplement déclaré qu'il espérait que le résultat inclurait une meilleure formation sur ce qu'exigeait réellement l'évaluation de la menace, et non une punition, mais de meilleures pratiques. Logan l'a surpris près de la porte alors que la pièce commençait à se dégager et lui a dit doucement qu'il avait parfaitement le droit de déposer une plainte officielle et qu'il n'y aurait aucune difficulté à établir que l'appel avait été passé sur la base d'informations trompeuses. Eden regarda la chaise où Grace était assis. Elle s'était endormie contre la coudoir. Son lapin replié sous son menton, sa tête légèrement baissée sur le côté, comme les enfants dorment lorsqu'ils se sont épuisés à essayer de rester alertes à travers des choses qu'ils ne pouvaient pas vraiment suivre, mais je savais qu'ils étaient importants. Logan hocha la tête. Il regarda Eden marcher vers Grace, s'accroupir à côté de la chaise et la soulever très soigneusement pour ne pas la réveiller. La jeune fille remua, trouva l'épaule de son père sans l'ouvrir. Ses yeux et se réinstalla en dessous.
Personne dans le couloir n'a bougé pour les arrêter. Charlotte se tenait près de l'ascenseur quand Eden arriva avec Grace dans ses bras. Elle recula pour le laisser passer. Il s'est arrêté quand même. Il la regarda, ni avec colère, ni avec pitié, ce qui aurait été une sorte de condescendance à l'égard de l'apparence de quelqu'un lorsqu'il veut laisser derrière lui quelque chose qui pourrait être utile. Tu n'avais pas tort parce que tu ne savais pas qui j'étais. Il a dit, vous aviez tort parce que vous pensiez que cela n'avait pas d'importance. L'ascenseur, les portes s'ouvrirent. Il entra. Charlotte se tenait dans le couloir et les regardait se rapprocher. L'audit a duré 11 jours. Le 12, le rapport atterrit sur le bureau de Charlotte à 7 heures du matin. Elle l'a lu avant que quelqu'un d'autre n'arrive. Les conclusions étaient détaillées et approfondies, dans la plupart des cas, des respects qui comptaient, ils ont confirmé ce qu'Eden avait présenté dans cette salle de conférence. L'acheminement des frais de conseil n'était pas une anomalie du système. Cela avait été délibéré. Le lien de Xavier Blackwood avec l'entité acquéreuse était structurel et non divulgué. Le juridique, les conséquences relevaient désormais des enquêteurs et des avocats qui travaillaient dans des bureaux que Charlotte n'avait jamais visités. On lui a conseillé de ne pas commenter publiquement pendant que ce processus était en cours, ce qui lui convenait. Elle a rédigé une lettre à Eden. Il a fallu 4 tentatives et a été encore au moment où elle l'a envoyé imparfait. Elle a reconnu clairement ce qui s'était passé sans cacher les faits centraux. Elle a dit qu'elle n'avait pas fait preuve de jugement au moment où cela l'exigeait et qu'elle était désolée pour ce dont Grace avait été témoin. Elle n'a rien demandé en retour. Il n'a pas répondu pendant 4 jours. Elle avait presque cessé d'attendre une réponse lorsque Lisa, qui était plus sensible aux conséquences que Charlotte ne l'avait imaginé, mentionna qu'Eden avait emmené Grace dans un centre artistique communautaire samedi. Le matin à un cours d'aquarelle qui s'est déroulé de 9 h à 11 h. Le centre était à 12 minutes du bureau de Charlotte. Elle y est allée le 3e samedi après la fin de l'audit. Elle est venue seule, sans assistant, ni voiture. Elle a marché. Elle avait envisagé et abandonné 3 tenues, ce qui n'était pas quelque chose qu'elle faisait habituellement, et elle a finalement opté pour quelque chose qui ne ressemblait pas à une salle de réunion et qui ne donnait pas l'impression qu'elle essayait de donner l'impression qu'elle n'y avait pas pensé. La classe était toujours en cours quand elle est arrivée. Par la fenêtre, elle pouvait voir une rangée de petits enfants assis à des tables basses, chacun avec une feuille de papier aquarelle et une tasse d'eau trouble. Grace était près du centre de la rangée, la langue légèrement tirée par concentration, peignant quelque chose qui aurait pu être un lapin ou un nuage. Un lapin blanc usé était assis droit sur le bord de la table et regardait. Eden était dans le couloir avec une tasse de café en papier et l'expression d'un homme qui avait fait la paix avec l'attente. Lorsqu'il aperçut Charlotte, il ne parut pas surpris. Il n'avait pas l'air content. Il ressemblait à lui. Je décidais quelque chose. Elle n'a pas présenté d'excuses. Elle l'avait déjà envoyé. Je ne suis pas ici pour parler de l'entreprise, dit-elle. Je sais, dit-il. Elle s'appuya contre le mur à quelques mètres de lui, et ils regardèrent tous les deux la classe par la fenêtre. Aucun des deux ne parla pendant un moment. Ce n'était pas un silence inconfortable. C'était le genre de choses qui existent entre des gens qui ont déjà dit des choses difficiles et qui ne savent pas encore ce qui va suivre. J'ai grandi en me disant que si tu faisais preuve de douceur, Charlotte a dit que finalement, quelqu'un la trouverait et l'utiliserait contre vous. Eden resta silencieux pendant un moment. Après la mort de ma femme, j'ai pensé que si je contrôlais suffisamment de variables, je pourrais empêcher Grace d'être blessée par quoi que ce soit. Il a fallu environ 1 an pour comprendre que contrôler les choses et les protéger ne sont pas la même chose. Par la fenêtre, Grace leva les yeux de son tableau, remarqua son père et sourit du sourire simple et complet d'un enfant qui n'a pas encore appris à le réduire. Charlotte a vu cela se produire. Elle n'a rien dit, mais elle est restée. À la fin du cours, Eden lui a demandé, sans aucun poids particulier dans la voix, si elle serait intéressée à donner des conseils formels sur le processus de restructuration de Sterling Harbor. Elle a dit seulement si chaque décision commençait par la vérité. Il a dit que c'était la seule façon dont il savait comment travailler. Elle a dit que c'était un bon début. 3 mois plus tard, Sterling Harbor annonçait un nouveau plan de restructuration. Il avait été élaboré avec la contribution d'un groupe consultatif indépendant dont le consultant principal figurait uniquement en tant que représentant fiduciaire externe. Les gens qui avaient besoin de savoir qui il était le faisaient déjà. La division pédiatrique n'a pas été vendue. Elle a été réorganisée en tant que filiale protégée à but non lucratif, financée par une dotation dédiée désormais explicitement protégée de tout futur accord de cession.
Les enfants, le service est resté ouvert. Le personnel, qui attendait la fin de l'incertitude sur les renouvellements mensuels des contrats, a reçu des offres d'emploi permanent la même semaine. Le mémo que Charlotte a envoyé à toute l'entreprise un mercredi matin a été lu et relu pendant la pause. Chambre à chaque étage. Elle avait changé d'une manière difficile à quantifier, mais facile à observer. Elle dirigeait toujours l'entreprise avec précision, mais elle avait cessé de prendre la vitesse pour de la force et le silence pour un accord. Lorsqu'un analyste junior lors d'une réunion sur les risques a proposé ayant un avis dissident qu'aucun des cadres supérieurs n'avait pris la peine d'exprimer, Charlotte lui a demandé de le parcourir. La réunion a duré longtemps. Personne ne s'est plaint. Un vendredi soir au début du printemps, Eden et Grace sont arrivés à la cérémonie de réouverture du centre de soins pédiatriques. Nouvelle aile familiale. Grace portait une robe jaune pâle et le lapin blanc, brossé et quelque peu réhabilité, était au creux de son bras. Le bâtiment sentait la peinture fraîche et les fleurs offertes, et les couloirs célébraient modestement et sincèrement quelque chose qui avait été presque perdu et avait été restitué. Charlotte les trouva près de l'entrée, près d'un mur de photographies installé pour l'occasion, images de famille que le programme avait servi au fil des années. Elle s'accroupit devant Grace et lui demanda sans urgence si tout allait bien. Grace la regarda un instant. Puis elle a dit, « Je n'ai plus peur de toi. » Charlotte resta immobile. « Bien, dit-elle. Je suis heureux. » Elle se leva et regarda Eden. Il surveillait sa fille. Mais il se tourna et pendant un instant leurs yeux rencontrèrent le franchise particulière de deux personnes qui n'ont plus le genre de conversation qui vous protège de la vraie. « Merci, dit Charlotte. Pour ne pas avoir utilisé ce que tu avais pour me démonter. Je sais ce que ça fait, a déclaré Eden. Être jugé dans votre pire moment. Derrière eux. Grace s'était dirigée vers les photographies accrochées au mur, en montrant une qu'elle trouvait intéressante. Puis elle se tourna, trouva la main de Charlotte et l'attira doucement vers Eden, comme le font les enfants lorsqu'ils ont décidé que les adultes autour d'eux ont attendu longtemps. Assez. Elle les regarda tous les deux et dit, « Papa dit que les gens peuvent se tromper sur nous, mais ils peuvent apprendre. » Le couloir n'est pas devenu silencieux comme le fait une salle d'audience avec gravité et verdict. Le silence se fit comme dans une pièce lorsque quelque chose de vrai a été dit à haute voix par quelqu'un de trop jeune pour le savoir, il fallait le dire avec précaution. La lumière de l'après-midi traversait les hautes fenêtres et tombait sur eux trois. Et la matinée difficile à Sterling Harbor s'est installée dans le passé, où les choses difficiles finissent par ne pas être oubliées, ni oubliées. Effacées, mais transformées en quelque chose qui pourrait être transporté sans le même poids. Charlotte sourit à Grace, puis à Eden. Elle a demandé s'ils avaient des projets après la cérémonie. Il a répondu que non. Elle a dit qu'elle connaissait un endroit à proximité qui faisait de très bonnes crêpes. Pour la première fois, Charlotte Sterling a compris que celui qui rend une pièce silencieuse n'est pas celui qui a le pouvoir d'appeler la police. C'est celui qui a assez de caractère pour pardonner après avoir été forcé à taire et la grâce de vouloir dire.